arrive où là? On est sous la mer en fait, parce que ici entre moins 97 millions d'années et moins 65 millions d'années, c'était la mer. Et donc pendant 30 millions d'années, on a tous ces sédiments marins, tout ce calcaire qui s'est accumulé, ce qu'on appelle le tuffeau ici. Et puis on est ici dans une ancienne perrière, donc un site où on a au fil des siècles extrait des pierres pour fabriquer nos maisons, nos châteaux, nos abbayes. D'accord. Et c'est ça en fait, là. Ici on dit des perrières et pas des carrières. Alors. On appelle ça des perrières, ouais. Alors, en fait, c'était assez rudimentaire. Chaque villageois venait sortir ses pierres au gré de ses besoins. C'était pas une mine qui était avec des ouvriers qui travaillaient toute l'année. C'était plutôt un site d'extraction. Et donc, quand on avait besoin de pierres, on venait en sortir quelques-unes. Donc là, tu as un puits de lumière avec des poules. Alors, le puits de lumière. Oui, alors faut que je vous les présente, les poules. Donc la plus foncée s'appelle Cabernet parce que le Cabernet Franc, ça nous donne toujours des vins plus foncés. Et la plus claire s'appelle Gamay parce que le Gamay, que j'aime beaucoup aussi, a souvent un peu moins de couleur que le Cabernet. Sympa, salut. Elles dorment dans des tonneaux en plus. C'est comme Diogène, elles dorment dans le tonneau et elles veillent sur le site. C'est un peu les gardiennes du lieu. Le puits de lumière, en fait, c'est un ancien effondrement, c'est-à-dire que on creusait d'une manière un peu aléatoire, on laissait des piliers, on n'en laissait pas, et puis quand il pleut beaucoup, le calcaire boit l'eau et s'alourdit terriblement, et donc on avait de temps en temps des effondrements. Alors c'est vrai que ça nous donne un site magnifique, on pourrait croire que ça a été fait exprès. Historiquement, c'est juste un endroit qui s'est effondré. D'accord. C'est immense. On avait une toute petite entrée, et là on se retrouve avec une carrière immense où on peut rentrer avec des voitures. C'est typique du Bourgueillois, les caves, elles sont souvent sous les vignes, et l'entrée est plutôt modeste, et après, on découvre quelquefois des kilomètres de galeries assez gigantesques, qui sont donc des cavités de ce qui reste après qu'on ait sorti toutes ces pierres. Donc là, toi, tu as récupéré en fait ce musée et tu es en train de le... Voilà, alors d'abord c'est... rebaptiser, Ouais, c'est d'abord le site qui est sublime, c'est-à-dire que les touristes adorent vraiment pouvoir découvrir ces caves et les proportions notamment de ces caves, parce qu'on a l'impression d'être dans une cathédrale. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici des très belles pièces historiques, des pressoirs du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, des pièces assez incroyables, et toutes ces pièces-là nous permettent de raconter la grande histoire de la vigne et du vin, qui est très ancienne dans le Val-de-Loire, puisque ça commence avec Saint-Martin au Ve siècle, et ici à Bourgueil, avec l'abbaye de Bourgueil, qui est fondée en 990, donc c'est une très très vieille histoire. Bon, les plus impressionnés, c'est les Américains, bien sûr, parce que leur pays a à peine 3 siècles d'histoire, et nous, on peut leur raconter quelques millénaires de l'histoire de la vigne et du vin dans le Val-de-Loire. Donc là, on arrive sur une assemblée de tonneaux. Ils sont tous en rond autour de nous. Ouais, c'est un peu le saint des saints, c'est l'endroit le plus sacré de la cave. C'est pour moi, évidemment, l'endroit le plus important et celui qui a du sens, c'est-à-dire que ces caves n'auraient pas de sens s'il n'y avait pas du vin en cours d'élevage. Qu'est-ce qu'il y a comme vin là, en élevage ? C'est du Bourgueil 2017, c'est la cuvée Rock Collection des frères Marchessault. Donc c'est une cuvée qui est née sur le coteau calcaire et qui va rester à peu près 1 an en tonneau pour finalement assouplir un peu les tanins, arrondir le vin. Donc là, il y a environ 8000 bouteilles du haut de gamme de la production d'un vigneron. Génial. Dans des barriques d'occasion. Alors ça, c'est évidemment important pour nous, on l'explique aux touristes. C'est des barriques, celles-ci viennent de Bourgogne, celles-là viennent de Bordeaux. Pourquoi des barriques d'occasion ? Pas seulement parce qu'on est radin,
mais surtout parce qu'on n'aime pas tellement le bois dans le Val-de-Loire. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'affinage qu'on va avoir du vin dans les barriques, mais on préfère prendre des barriques d'occasion parce qu'on ne veut pas marquer trop le vin avec des arômes de bois. Quand la barrique est neuve, elle va vraiment apporter des arômes de bois. Quand elles sont un peu plus anciennes, elles vont nous permettre d'affiner le vin, d'assouplir les tanins, d'arrondir, sans apporter trop de goût boisé. Oui, les tanins sont assez fins justement sur le Voilà. vin de Bourgogne. Ok. Donc ça, c'est une pièce assez incroyable. Immense. Ouais, on trouve ça à peu près nulle part ailleurs. C'est un pressoir à vis du XVIe siècle, assez rudimentaire. On voit que c'est quasi des arbres entiers qui ont été utilisés pour sa fabrication. Et surtout, c'est un pressoir qui était un pressoir du domaine de Richelieu. Le cardinal de Richelieu avait beaucoup de vignes dans la région. Et surtout, l'histoire du cardinal de Richelieu est très liée à la région. Alors notamment parce que vous savez sans doute que notre cépage Cabernet Franc, ici on l'appelle le breton, à Bourgueil, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, à Chinon, on parle du cépage breton. Et dans tous les livres d'histoire, mais aussi sur Wikipédia, partout, si vous regardez, on vous expliquera que le cardinal de Richelieu avait un intendant qui s'appelait l'abbé Breton et qui lui a demandé de replanter la région en vigne. Et c'est pour ça que notre cépage s'appelle le breton. C'est une très belle histoire, mais elle est juste complètement fausse parce que Rabelais parle du cépage breton un siècle et demi avant le cardinal de Richelieu. Donc la légende est plaisante. On garde mémoire du cardinal de Richelieu qui en effet était présent ici à replanter des vignes. Mais en tout cas, c'est pas pour ça que ça s'appelle le breton. Et ça reste un mystère d'ailleurs, et moi j'aime bien les mystères en fait. Comment ça fonctionnait en fait justement Alors en fait, faut mettre un peu de force pour faire tourner la roue. Et donc on accrochait la roue ici avec une corde, et on venait accrocher la corde sur un cabestan. Et donc là, il y avait 4 hommes qui pouvaient venir actionner le cabestan pour peu à peu enrouler la roue et faire tourner la roue du pressoir, enrouler la corde et faire tourner la roue du pressoir. D'accord. Donc il pourrait presque fonctionner. Bon, c'est pas hyper pratique. Aujourd'hui, on a des pressoirs plus modernes qui vont être aussi plus faciles à nettoyer, plus faciles à ranger, etc. Oui. Voilà, mais à la limite, ouais, on pourrait faire des vendanges incroyables, des vendanges du XVIIe siècle. Ouais, c'est ça, d'antan. Là, il y a une certaine fraîcheur, il fait combien en fait dans les caves Il fait entre 13 et 15 degrés toute l'année. Alors les touristes, ils sont contents quand il fait trop chaud, ça permet de venir prendre le frais un peu. Mais c'est surtout le vin qui est content, les barriques qu'on a vues, parce que la température est constante. C'est vraiment des conditions idéales pour faire vieillir très tranquillement du vin. Alors non seulement il y a cette fraîcheur, mais il y a aussi une hygrométrie qui est très forte. Qui va être très bonne pour la conservation du vin. On sent l'humidité. Non seulement il fait frais, mais en fait, le calcaire est une éponge, donc à chaque fois qu'il pleut, il va se gorger d'eau et restituer tranquillement cette eau dans la cave. De même que toutes nos vignes qui sont posées sur le calcaire en profitent aussi parce que même en pleine sécheresse, elles arrivent à trouver de l'eau dans le calcaire. Donc c'est des vignes sur tout le coteau de Bourgueil qui est orienté plein sud. C'est des vignes qui vont être très heureuses, qui vont jamais manquer d'eau parce que dans le calcaire, elles trouveront toujours de l'eau. D'accord. Alors là, on retrouve les tonneaux. Ouais. Mais en plus, ils sont tout neufs. C'est un bel objet. C'est la tonnellerie Sori qui m'a envoyé toutes les étapes de la fabrication d'un tonneau. Ça permet d'expliquer aux visiteurs comment on fait ce bel objet. C'est un objet assez fascinant parce que avec des planches de bois, réussir à faire un contenant hermétique, c'est assez formidable.
Donc là, c'est du chêne, hein. C'est du chêne, ouais, c'est des mérins, puisque quand on sort les planches de chêne, c'est le travail du mérandier, donc ça s'appelle un mérin. On va les laisser 2 ans sous les intempéries, au soleil, à la pluie, pour qu'ils se durcissent, avant de venir les utiliser dans le tonneau. Et une fois que les planches vont être assemblées dans le tonneau, elles vont changer de nom, c'est plus des mérins, c'est des douelles. Et donc les douelles du tonneau vont être assemblées. Alors c'est vraiment très technique, parce qu'il faut bien calculer la largeur sur les côtés et la largeur au milieu pour que ce soit bien hermétique. Bien, hein. Ouais. Voilà. Les planches sont évidemment plus larges au milieu et il y a tout un travail de calcul. C'est un beau savoir-faire, hein, la tonnellerie. Et la tonnellerie française exporte dans le monde entier. C'est intéressant de raconter au-delà du vin tous ces métiers qui sont autour de nous, qui sont indispensables et qui font complètement partie du patrimoine de la viticulture. Et c'est ce qui construit aussi nos vins. Voilà. Et puis c'est évidemment un tonneau, c'est un bel objet, c'est finalement aussi beau qu'un beau meuble en chêne, hein. Donc l'objet est assez joli, le matériau est beau, mais l'objet est fascinant en lui-même. Alors ce qui est le plus important pour moi quand on déguste les vins du Bourgueillois, c'est de bien comprendre qu'on a 2 terroirs différents. On va avoir tout le coteau calcaire qui est au nord de l'appellation. Et là, les vignes sont vraiment sur du calcaire. Ça va nous donner des vins qui vont être structurés, construits, tanniques. Et puis, la vallée de la Loire s'élargit ici. Donc, la Loire a déposé à nos pieds une grande terrasse de sable et gravier au sud de l'appellation, au bord de la Loire. Et ça va nous donner des vins souples et fruités. Et qu'on soit à Bourgueil ou à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, on va retrouver ces 2 terroirs-là. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est de bien comprendre ces vins souples et fruités qui viennent des sables et graviers, et puis les vins qui viennent du coteau calcaire qui vont être plus construits. D'accord. Donc là, on est sur les sables et graviers. Alors comme Jean Carmet était du pays, ça c'est ce que Jean Carmet appelait un vin du matin. Parce que Jean Carmet, souvent, quand il se levait le matin, il avait envie d'un verre de vin rouge. Et ça, c'est typiquement, pour Carmet, un vin du matin, le vin facile. Voilà, il suffit de trouver un saucisson et 2 copains. Et avec ça, on se fait plaisir parce qu'on n'est pas sur des vins compliqués. On est sur le fruit, sur la facilité, y compris presque à l'apéro, tu vois. Alors que les vins rouges, a priori, ne sont pas faits pour ça. Tu n'es même pas obligé d'être à table pour boire ça. Oui. Tu peux te siffler la bouteille au jardin comme ça, un peu fraîche. Alors les températures, tu parlais de tes objets connectés, les températures pour moi c'est absolument essentiel. Moi il y a 2 sujets qui pour moi sont essentiels, c'est la propreté de mes verres, donc je vais pas mégoter, et puis les températures de service. Donc ici c'est des rouges que je vous sers à 13 degrés. Hein, ils sont frais, mais ils se passent super bien frais. Entre 13 et 15, c'est la température idéale pour un rouge de Loire. C'est vraiment important. Si tu le descends en dessous, il est vraiment pas bon. Si tu le montes au-dessus, il est vraiment pas bon. Il faut vraiment qu'il soit là. Et c'est une température qui n'est pas facile à faire chez soi. Parce que chez soi, on a un frigo qui est à 3,5. Et puis après, on a une maison qui est à 20. 18, 20. Tout le monde n'a pas de cave à vin. Et tout le monde n'aura pas de cave à vin demain. Par contre, ce qui est très très important, c'est de bien comprendre, moi c'est ce que je dis aux gens, mais c'est là où effectivement, si on peut les aider à savoir exactement où on est, moi je leur dis, vous les mettez au frais et vous les sortez avant. Mais ce qui va être important, c'est de calculer un peu combien de temps il va falloir au vin pour revenir à 13-15. À 13-15, il est top. Là, il est top. Voilà. Accessoirement, il fait chaud aujourd'hui. À la limite, il ferait froid, je pourrais le remonter un peu à 15, tu vois. Oui. Mais là, il fait chaud, donc on a plaisir à le boire à 13. Oui. Je vous le servirai à 20, mais au secours, quoi. Et puis, par ce temps-là, on va pas se mentir, on a moins envie de boire des vins rouges quand il fait chaud. Oui. Quand il est un peu frais comme ça, c'est bien, mais c'est vraiment très important. Et c'est vrai qu'en plus, dans l'imaginaire des gens, il y a l'idée que le vin rouge doit être chambré. Donc vous savez que chambrer, c'est une mauvaise blague, hein, puisque le mot chambré a été inventé à une époque où il faisait 16 degrés dans les chambres. Donc chambrer, ça voulait dire 16 degrés.
Aujourd'hui, il fait 22 dans nos chambres, mais donc déjà, il y a un petit souci, tu vois, d'interprétation sur ce que veut dire chambrer. Bah oui, parce c'est un vieux mot, chambrer. Et je veux dire, des chambres à 22 degrés, c'est relativement récent, tu vois. Dans les châteaux, il ne faisait pas 22 degrés dans les chambres. Hein. Tu avais une cheminée dans un coin et des courants d'air partout. Donc chambrer, déjà, c'est plutôt 16. Mais en plus, chambrer, c'est vrai pour les Bordeaux, les Bourgognes, c'est pas vrai pour la Loire. Et la Loire a besoin d'un peu de fraîcheur. Donc là, on était sur le terroir de sable et gravier. Et puis là, on monte sur le coteau calcaire, cuvée vieille vigne 2016 du domaine Les Pins. Donc un peu plus vieux parce que ces cuvées sur les coteaux calcaires, elles font l'objet d'un élevage un tout petit peu plus long. Autant les premières, on cherche que le fruit, donc il y a un élevage il n'y a pas d'élevage en fait. Hein, le vin, il est fait en cuve inox très vite et voilà. Autant sur le coteau calcaire, on va avoir un peu plus d'élevage. Bon, déjà, on voit la couleur, elle est plus foncée. Voilà. Ce qui est très intéressant pour moi, et je pense que c'est ça la magie du vin français, c'est comment avec un seul cépage, avec un même climat, on est à quelques centaines de mètres d'écart entre ces deux parcelles. Et voilà, on va faire des arômes complètement différents. C'est ça ce qui est intéressant. Il nous a fait justement le même cépage dans 3 terroirs différents, et c'était pas du tout le même vin. Ici, j'ai de l'Anjou rouge, même cépage Cabernet Franc, mais on va être sur les schistes de l'Anjou. On va être encore dans un autre univers, et c'est ça ce qui est passionnant. Plus rond. Alors c'est moins facile à boire à jeun, parce que pour le coup, c'est un vin qui a besoin qu'on cuisine. C'est un vin qui va réclamer de la viande, du fromage. Voilà. Celui-là, on peut le boire tranquillement au jardin à l'apéritif. Celui-là, il faut avoir mis la nappe et cuisiner un peu. Et du fait des tanins, les tanins, en fait, c'est des très longues molécules. Dès qu'on va avoir du gras en bouche, la longue molécule de tanin va se mettre en boule et va devenir soyeuse. Donc le côté, parfois, alors ici, les tanins sont très souples et très ronds. Mais cette petite sensibilité d'accroche des tanins qu'on peut ressentir, à table, on la ressentira plus du tout parce qu'avec le gras, ils vont encore plus s'arrondir. Et les vins qui ont des tanins, c'est vraiment des vins qui ont besoin du petit gras d'une viande ou d'un fromage pour être complètement à leur aise. Donc là, pour le coup, on n'est que sur des vins qui viennent du coteau calcaire parce que ceux-là, on ne les fait pas vieillir. Ce qui nous intéresse, c'est le fruit. Donc ça n'a aucun intérêt de les faire vieillir puisque le fruit va se faner, on n'aura rien à la place. Il faut qu'il y ait du tanin pour qu'on puisse les faire vieillir. Oui. Donc je ne vous indique pas les millésimes, hein, comme ça on va jouer un peu. Donc là, la couleur est différente. On n'a plus du tout le côté violet, hein, c'est ce que je vous expliquais, c'est que les notes bleues dans la couleur, elles disparaissent avec l'âge. Et là, il commence, alors il n'est pas très très tuilé celui-là, mais on commence à voir des notes jaunes apparaître, donc ça lui donne un tout petit côté un peu orangé. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est toujours du vin rouge, mais au début, quand il est jeune, c'est rouge plus des notes bleues, et quand il est vieux, c'est rouge plus des notes jaunes. Ah bah, pas du tout la couleur. Alors les fruits ont disparu, et en fait, à la place des arômes fruités, on va avoir des arômes épicés avec une grande complexité du bouquet aromatique, donc qui devient très très difficile à décrire parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc là, moi j'ai des épices, j'ai une petite note camphrée aussi. Quelque chose d'assez frais, menthol, camphre, qui vient nous donner une certaine fraîcheur. Et puis j'ai un peu de fumée en bouche. Souvent en vieillissant, ils ont des notes fumées qui apparaissent. Ah oui. Alors ce qui est intéressant, les tanins ont presque disparu. Souvent les tanins, ils sont concentrés au fond de la bouteille, hein, c'est ce qu'on appelle le dépôt, ils vont tomber et se concentrer. Donc les tanins ont presque disparu, alors que c'est des cuvées où il y en avait beaucoup. Et par contre, on a une très grosse puissance aromatique par rapport à ces deux vins-là, qu'on oubliait peu de temps après les avoir avalés. Ça, là, en bouche, là, ah oui. Il est là. Hein. Ouais, et tu peux compter 20 secondes, 30 secondes, il est là. Ah, là, je l'ai toujours, c'est incroyable. Avec des puissances aromatiques impressionnantes. Ouais. Donc là, on est sur un millésime 2007. Donc un vin qui a 11 ans aujourd'hui.